société au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, deux lois modifiées ce jeudi par les députés à l'Assemblée nationale. La loi sur la cybersécurité, la lutte contre la criminalité et celle sur l'identification biométrique. La plénière en début de journal tout à l'heure. Le HCRUN, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, repart pour ses opérations d'indemnisation des victimes des troubles sociopolitiques dans notre pays. Opération Marathon la semaine prochaine. Nous en parlons dans ce journal avec le premier rapporteur général du HCRUN reçu à la mi-journée dans le 13h. Et puis une station de pesage à basse vitesse installée sur la nationale numéro 1. Nous irons à la découverte du dispositif et ce qu'il peut apporter à l'économie nationale. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Nous l'avons appris ce matin, le Togo de nouveau visé par une nouvelle attaque terroriste dans le nord du pays, à Nouanga et puis à Nouanga et à Goulungoussi. Une attaque repoussée par nos forces de défense et de sécurité. Aucune victime n'est déplorée côté togolais. Sans doute que l'état d'urgence sécuritaire décrété par le chef de l'État a permis aux forces de défense de déjouer cette attaque. Je vous l'annonçais tout à l'heure au sommaire, la loi sur la cybersécurité, la lutte contre la criminalité modifiée et celle sur l'identification biométrique des personnes physiques retouchées aussi. Les députés ont travaillé ce jeudi sur les deux tests en séance plénière. But, mieux protéger les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. La séance du jour, Christine Pétekialoudet. Le premier projet de loi porte modification de la loi sur la cybercriminalité. La modification clarifie les compétences de l'Agence nationale de la cybercriminalité ANSSI et la renforce dans ses missions. Les modifications apportées à la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques renforcent l'utilisation du numéro d'identification unique et favorisent la mise en œuvre du registre social des personnes et des ménages, organisent également la mission de l'Agence nationale d'identification. Les deux projets sont retouchés pour être en phase avec les objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre les réformes dans l'intérêt général de la nation en espérant la phase pratique d'opérationnalisation de ces projets dans les jours qui viennent. J'invite donc les députés du groupe parlementaire UFC à donner un vote favorable au présent texte. Les deux textes soumis à notre étude ce matin ne proposent que des adaptations juridiques pour plus de clarté et sans doute plus d'efficacité. Tous ces éléments d'appréciation présentés nous paraissent suffisants, pertinents et cohérents pour apporter notre soutien au gouvernement. C'est pourquoi j'invite les députés du groupe parlementaire majoritaire Union pour la République à se prononcer favorablement. C'est à l'unanimité que les parlementaires ont apporté leur quitus à ces deux projets de loi. Un pas important franchi pour permettre au gouvernement d'assurer la mise en œuvre efficace de la feuille de route qui comporte 42 projets dont les 3/4 ont une composante numérique. Dans notre stratégie de digitalisation, nous avons dit il faut digitaliser les services sociaux et les services publics. En matière de services publics, hier, nous avons annoncé la mise à jour du site web servicepublic.gouv.tg, qui est le site sur lequel l'ensemble des démarches administratives dématérialisées se retrouvera. Nous avons commencé avec 4 démarches administratives que sont le renouvellement des passeports, le renouvellement des cartes de séjour, les demandes de cartes de séjour, les demandes de raccordement à l'électricité, ainsi que les demandes de permis de construire. Dorénavant, pour faire ces 4 demandes,
vous irez sur le site servicepublic.gouv.tg, vous ferez les demandes sans devoir vous déplacer et vous paierez aussi en ligne. Toute la stratégie de digitalisation du Togo n'a qu'un seul objectif, c'est d'inclure les citoyens togolais dans l'économie, dans la société et de les rassembler au sein d'un seul territoire. Et donc, c'est ce que vous nous permettez de faire. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchegan, s'inscrit dans cette dynamique de transformation digitale pour une inclusion sociale et économique de la population. Une vision du chef de l'État qui ne veut laisser aucun citoyen en marge du développement. Et vous l'avez sans doute entendu, la ministre Sina Lawson en parlait tout à l'heure. Un exemple de document biométrique, le passeport togolais. Des réfugiés ivoiriens au Togo en sont désormais détenteurs. Ils ont décidé de rester définitivement chez nous au Togo. Le passeport togolais leur a été donc délivré. La cérémonie de remise, Antoinette Omovovo. Ils rentrent en possession de leur passeport. Des réfugiés ivoiriens disposent désormais de ce précieux document qui va leur permettre de bénéficier de divers services. Le plus pressant, la carte de séjour et des transactions financières. Ce passeport est un document administratif qui me permet d'avoir des transactions bancaires, premièrement, traverser les frontières, secondo, et puis faire des activités. Nous avons décidé de rester au Togo et cela me fait la joie au cœur de me retrouver parmi mes frères. Ce processus d'intégration locale a été enclenché depuis 2017 par le HCR. 189 réfugiés ivoiriens vivant au Togo jouissent ainsi de leurs droits et devoirs au Togo. Avec l'octroi du passeport aujourd'hui et qui va être fini par l'octroi de la carte de séjour, c'est l'une des solutions qui a été mise en œuvre. Ça voudrait dire que le statut de réfugié tombe. Les autorités ivoiriennes, conscientes de l'hospitalité légendaire du Togo, témoignent de leur gratitude aux responsables du pays. Un peu plus de 285 000 réfugiés qui sont rentrés volontairement. Mais il reste un résiduel entre 15 et 20 000 qui restent encore. Mais comme il y a un processus pour mettre fin au statut des réfugiés, le gouvernement a décidé, en accord, n'est-ce pas, avec le HCR, n'est-ce pas, d'entamer des choses. Et je voudrais profiter pour remercier le gouvernement togolais, à sa tête, n'est-ce pas, le président, son Excellence Faure Gnassingbé, qui a facilité, n'est-ce pas, les choses, avec son gouvernement et au peuple togolais qui a permis à ces Ivoiriens-là de s'établir ici. C'est depuis 2011 que ces réfugiés ont quitté leur Côte d'Ivoire natale pour Lomé. Savoir et savoir plus sur l'administration togolaise. L'ENA, l'École nationale d'administration, va sur les thématiques précises pour ses élèves du cycle 3. Et c'est lors d'une conférence animée cet après-midi dans l'enceinte même de l'école. L'ouverture des travaux, Ulrich Amégan pour les précisions. Qui aurait à faire face aux administrations. Des propos à galvaniser une troupe. Devant les élèves de l'École nationale d'administration, le gouvernement déroule les orientations étatiques formalisées dans le plan national de développement et la feuille de route gouvernementale amorcée en 2020. Tous de l'administration générale, des collectivités locales, des services de santé, de l'administration scolaire et universitaire, du travail et des lois sociales. Les conférenciers sont intervenus tour à tour pour nous appeler, pour nous amener à prendre conscience du rôle que nous sommes appelés à jouer en tant qu'administrateurs aux côtés de l'État pour aider notre pays, notre cher beau pays, le Togo, à atteindre les objectifs visés dans la feuille de route du gouvernement. Sans être allés à la bibliothèque, nous nous sommes sentis suffisamment enrichis aujourd'hui parce que nous avions eu la chance d'avoir des communications multiformes et variées sur divers thèmes qui viennent une fois encore augmenter notre bagage d'ENA. Acquérir des connaissances précises et développer des compétences liées à leurs futures fonctions. Une motivation des responsables de l'ENA. Nos orateurs ont une expérience avérée et donc ils leur parlent du terrain, de ce que c'est que la science administrative, les difficultés du terrain pour partager avec eux. Et cela est un complément nécessaire à ce qu'on leur enseigne parce que nous voulons former des étudiants, des élèves, des agents qui ont des outils pratiques pour régler des problèmes qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils seront déployés dans leurs différentes administrations.
La démarche s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par le pays. Faire de l'administration togolaise une administration forte et efficace. C'est l'administration qui a la manœuvre quand il s'agit de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Quand il s'agit de l'opérationnaliser, de la rendre concrète, de la faire vivre aux yeux des populations, c'est cette administration qui va travailler à cela. Et donc, une administration ne vit que par les hommes qui l'animent. Et les hommes et les femmes qui vont animer l'administration sont en train d'être formés ici. Et nous voulons qu'ils s'approprient la profondeur, la clarté, les éléments principaux de la vision du chef de l'État. Je voudrais en profiter pour féliciter la direction générale de l'ENA pour ce dynamisme et cet esprit de réforme. Plusieurs thématiques vont meubler cette conférence, entre autres les techniques et méthodologies de la rédaction du compte-rendu du Conseil des ministres, les sous-sols du PND et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Voilà des sujets sur lesquels nous reviendrons thématique par thématique dans nos prochaines éditions. Une administration togolaise qui délivre des passeports biométriques aux Togolais et les Ivoiriens réfugiés chez nous en ont reçu les leurs, des passeports ivoiriens pour ces réfugiés ivoiriens qui ont choisi de vivre définitivement au Togo. Je vous l'annonçais également dans les titres. La semaine prochaine, pas du tout repos pour le HCRUN. Le Haut Commissariat à la réconciliation au renforcement de l'unité nationale reprend ses opérations d'indemnisation des victimes de violences politiques et sociopolitiques dans notre pays. Une campagne sur plusieurs fronts et au même moment. Le calendrier avec Yatar Atem. Le HCRUN, dès lundi sur le terrain pour de nouvelles indemnisations des victimes des violences à caractère sociopolitique au Togo. Les opérations vont se dérouler simultanément dans la région maritime et celle des plateaux du 20 au 30 juin prochain. Pour la région maritime, les victimes des préfectures d'Aguanivé, Golfe et Ave sont attendues à la maison des jeunes d'Amandaromé à Lomé. Ce sera du 20 au 23 juin 2022. Celles du Bamono, Lac et Vaux vont être reçues dans les locaux de la préfecture des Lacs à Anéro les 24, 25 et 27 juin. Les locaux de la préfecture de Zio à Tchévier accueillent du 28 au 30 juin les victimes des préfectures de Yoto et Zio. Aux mêmes dates, du 28 au 30 juin, le HCRUN sera avec les victimes de la région des Plateaux à la direction régionale de l'action sociale d'Atatmamé pour celles des préfectures Agou, Dagny, Kloto, Pelé et Ogou. En rappel, la liste des victimes pour cette phase peut être consultée sur le portail web de l'institution, dans le quotidien national Togo Presse ou dans les bureaux des préfectures et mairies concernées. Passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire en cours de validité ou la carte d'électeur des dernières élections sont nécessaires pour entrer en possession de ces droits. Pour les victimes dont les noms ne sont pas encore publiés, le HCRUN demande patience. Chacun sera servi à son tour. Et Yatar Atem a reçu justement dans le 13h, nous en parlions tantôt, le premier rapporteur général du HCRUN, Dr Evalo Wiao. Il donnait, vous allez le réécouter, davantage de précisions sur le déroulement de l'opération d'indemnisation des victimes. L'indemnisation, c'est l'expression, n'est-ce pas, de l'expression de la reconnaissance des souffrances des victimes par l'État togolais. Je voudrais rappeler aussi qu'à la remise du rapport en 2012, le président de la République avait présenté les excuses de l'État, donc les excuses de l'État togolais au nom de ses devanciers, pour dire que l'État reconnaît ses limites pour n'avoir pas pu protéger les citoyens. Et c'est cela qui explique dans une large mesure que ces citoyens ont été victimes des violations des droits de l'homme. Et par conséquent, l'État assume entièrement cette responsabilité et décide de donner une compensation financière ou mémorielle afin, n'est-ce pas, d'apaiser tous ceux qui ont été victimes de ces violations. Et donc, là, que la présidente soit là lors des indemnisations ou que la présidente ne soit pas là, il suffit que les équipes du HCRUN soient là. Et ici, plus précisément, toutes les indemnisations, les sessions d'indemnisation sont dirigées par les responsables du Haut Commissariat à la réconciliation, soit par la présidente elle-même, soit par moi-même, soit
par, n'est-ce pas, Madame le deuxième rapporteur, Madame Claudine Pondio-Ayagnon. Et en l'espèce, et dans le cadre de cette session, moi je serai donc à Tapamé. Vous avez déjà lu le communiqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Je serai à Tapamé pour le compte des victimes donc, des régions des plateaux. Et Madame Claudine Pondio-Ayagnon va diriger la mission qui va s'occuper des victimes enregistrées dans le cadre, n'est-ce pas, ou enregistrées pour le compte de la région maritime. Je voudrais préciser que cette opération, si toutes les victimes venaient, donc comme nous l'avons prévu, c'est au total 2785 victimes qui sont attendues pour toute cette opération, cette session, à raison de 1115 victimes pour la région des plateaux, et pour la région maritime, et 1670 victimes pour la région maritime. Et justement, j'allais en venir à cette question, mais pourquoi cette indemnisation simultanée? Parce que connaissant le H-Crown, on sait que souvent les indemnisations se font par région ou par préfecture, mais justement, pourquoi cette indemnisation simultanée? Vous avez tout à fait. Là, vous m'amenez à parler des orientations qui ont été données par le chef de l'État. Le chef de l'État a dit, voilà, je ne voudrais en aucun cas qu'une victime qui a été enregistrée, identifiée et enregistrée par la CVJR soit laissée sur le carreau. Vous devez tout faire pour que toutes les victimes identifiées puissent recevoir la compassion et le soutien de l'État togolais. Donc, et de ce point de vue, nous sommes obligés de redoubler d'efforts. Donc, nous sommes obligés de démultiplier, n'est-ce pas, les actions. Et c'est dans cet esprit que nous nous sommes dit qu'il faut plutôt faire plusieurs sessions d'indemnisation dans plusieurs régions. Et l'objectif aussi, dans une certaine mesure, et dans la justice transitionnelle, il faut faire toujours un effort pour apporter l'indemnisation ou la réparation de façon rapprocher cette réparation de la victime, parce que la victime est déjà éprouvée par ses souffrances. Il ne faut pas qu'elle fasse de longues distances pour venir recevoir, n'est-ce pas, la compassion de l'État. Voilà à peu près l'esprit qui guide notre institution et donc qui fait que nous sommes obligés parfois. Là, par exemple, dans la région maritime, vous avez cité qu'ils seront à Madarome, ils seront dans les lacs, ils seront également à Zéo. Voilà. Donc, c'est une manière de rapprocher la réparation des victimes afin que les victimes n'aient pas à encore se déplacer, faire de longues distances avant de percevoir leurs indemnisations. Voilà. Donc, je voudrais, avant peut-être de clore ces premières observations et la question que vous m'avez posée, vous dire que l'État met suffisamment de moyens à la disposition du H-Crown depuis 2017. Nous sommes aujourd'hui à la 5e étape. En 2017, l'État a mis 2 milliards et depuis 2017, chaque année, un effort est fait malgré toute la conjoncture difficile que le pays connaît. Chaque année, l'État met 5 milliards de francs CFA pour réparer tout ce que nos turpitudes politiques ont occasionné comme dégâts, comme violation des droits humains. Alors là, vous aviez parlé des autres volets, vous aviez cité le volet mémoriel. Bon, est-ce qu'il y a déjà un programme pour ces volets où vous vous occupez, où le H-Crown s'occupe des indemnisations individuelles d'abord? Non. Ça, c'est une très bonne question. Et bien souvent, les gens pensent qu'il y a un temps pour les réparations mémorielles, un temps pour les réparations individuelles. Non. On fait le tour ensemble avec une programmation déjà faite, une programmation que nous arrivons à faire à partir du plan stratégique que nous avons adopté en 2015. Donc nous visitons ce plan stratégique et à partir de là, nous programmons les activités. Donc, au moment où nous faisons les indemnisations actuellement, j'ai le plaisir même d'annoncer que dans peu de temps, nous aurons à recevoir des projets d'utilité publique, mais communautaire, réalisés dans le cadre des réparations communautaires. D'abord, une infrastructure scolaire dans le village de
pour Noué à Soutvoie, et un centre de santé dans le village de Nikniki à Blita. Donc, nous jouons sur toutes les lignes afin de ne pas vraiment laisser comme parents pauvres certaines victimes qui ne sont pas nécessairement des victimes individuelles, enfin qui ne nécessitent pas des réparations individuelles, mais qui attendent, n'est-ce pas, le volet communautaire. Voilà, docteur Evalo Wiao, le premier rapporteur général du HCROM sur les indemnisations des victimes qui reprennent dès ce lundi. Il est 20h21 à l'étranger. La France annonce avoir capturé un haut cadre de l'État islamique, une opération de la force Barkhane près de la frontière entre le Mali et le Niger. Son nom est connu, mais pas son visage. Oumeya Ould al-Bakay, haut responsable de l'EIGS, l'acronyme du groupe État islamique au Grand Sahara, se trouve aux mains de l'armée française. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'état-major précise que l'homme a été capturé dans la nuit du 11 au 12 juin, à proximité de la frontière malo-nigérienne, dans la région de la ville malienne de Tessit. Une opération de la force Barkhane, débutée il y a plusieurs semaines dans le cadre du retrait des troupes françaises du Mali. Nous menons des opérations pour sécuriser les axes. Or, ce chef de l'EIGS était à la tête de poseurs d'engins explosifs improvisés, ce qu'on appelle des IED, et donc l'avoir capturé permet de désorganiser ces réseaux de poseurs d'engins explosifs improvisés, et donc d'apporter un peu plus de sécurité aux unités françaises qui conduisent la réarticulation hors du Mali. Selon l'état-major, le djihadiste était le chef de l'EIGS pour le Gourma au Mali et pour l'Oudalan au nord du Burkina Faso. Il aurait organisé plusieurs attaques contre différentes positions militaires, dont celle de Gao, dernière base française au Mali depuis le départ de celle de Ménaka lundi. L'homme aurait aussi un temps été pressenti pour succéder à l'ancien chef du groupe État islamique au Grand Sahara, ici à l'image, neutralisé par les Français en août dernier. L'armée française affirme qu'Oumeya Ould al-Bakay sera, comme toutes les personnes arrêtées par Barkhane au Mali, remis aux autorités maliennes, averties de cette opération ce mercredi. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de Setenga s'alourdit. 86 morts, annonce finalement Ouagadougou dans un communiqué. Le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu hier sur les lieux du drame à Setenga. Arrivent à pied, épuisés par la marche entre Setenga, leur village, et la ville de Dori. Parmi ces rescapés, une majorité de femmes et d'enfants. Beaucoup d'hommes ont été exécutés. Tout le monde est foutu. À Setenga, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils ont dépouillé les maisons. Ils ont fouillé tout. Ils ont toutes les hommes qu'ils ont trouvés. Il n'y a pas enfant. Il n'y a pas homme. Tout celui qu'ils trouvent là, ils tuent seulement. Ils ont cassé. Ils ont pris les matériels. Ils ont fait... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Il y a tellement de morts. Il y a tellement de morts. Ici, tous sont traumatisés par l'horreur de ce qu'ils ont vu et subi. Le village de Setenga avait été la cible d'une première attaque djihadiste jeudi. 11 gendarmes avaient péri lors de cet assaut. Le lendemain, à la levée des corps, quand ils sont venus pour récupérer les corps, les FDS ont plié bagages et rentré et d'autres personnes ont suivi. Et ceux qui sont restés le lendemain, les Anis sont venus prendre des positions, encercler le village et tuer toutes les personnes, en tout cas qu'ils avaient eu. Et ouvrir même souvent les portes pour y rentrer et en tout cas exécuter. Au moins 79 personnes ont été tuées, un bilan qui risque encore de s'alourdir. Depuis ce matin, le pays est en deuil national pour 3 jours. Dans les rues de la capitale Ouagadougou, l'attaque et la lutte anti-djihadiste de la junte sont au cœur de toutes les conversations. Au début, vraiment, on avait espoir, on avait cru que comme c'était un corps habillé, il allait un peu changer la situation, genre nous sauver des attaques terroristes. Mais là, présentement, on ne sait plus du tout où on en est. On ne sait pas s'il est en train de travailler là-dessus ou s'il dort. Je ne sais pas, mais c'est trop lent. Il doit mieux faire que ça. Après le coup d'État de janvier et l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, les attaques des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.
Voilà, je rappelle que nos forces de défense et de sécurité ont repoussé, une attaque terroriste ce jeudi tôt le matin à Nouaga et à Golongoussi. Une attaque repoussée donc par nos forces de sécurité. Aucune victime n'est déplorée côté togolais, et sans doute que l'état d'urgence sécuritaire instauré par les autorités togolaises, les plus hautes autorités togolaises, a mis davantage en mode vigilance nos forces de défense et de sécurité. Le Darfour fait aussi son bilan macabre des récents affrontements au Soudan. Au moins 145 personnes ont trouvé la mort, 100 autres personnes blessées depuis le début du mois de juin dans des violences à caractère cette fois tribal. Les récents affrontements au Soudan ont fait au moins 145 morts et blessé plus de 180 autres depuis le début du mois de juin, selon l'ONU. Les violences ont eu lieu dans la région de Koulbous, dans l'ouest du Darfour, à 100 km au nord d'El Geneina, la capitale de cet État en proie à des troubles. Le conflit sanglant entre les tribus Jimir, Riz et Gat a éclaté la semaine dernière en raison d'un différend sur des terres agricoles. Depuis l'irruption de la violence, environ 12 000 résidents de la ville ont fui la zone. Dans le même temps, les autorités soudanaises ont déployé des troupes, dont 80 véhicules de sécurité, pour mettre fin aux attaques et protéger 5 sources d'eau potable. Selon plusieurs sources locales, la situation est sous contrôle dans 70% de la localité de Koulbous. Les affrontements tribaux qui ont eu lieu plus tôt cette année dans la région de Kérének ont déplacé environ 124 000 personnes. En outre, 36 villages de la localité ont été touchés, dont 5 complètement pillés et brûlés. Une autre situation sous contrôle, c'est celle de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, 16 juin, voici le tableau du jour. Le nombre de cas confirmés est de 37 231, avec 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 886, avec 12 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 72 et le nombre de décès reste à 273, communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midjiawa. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain en souvenir du drame de Soweto en 1996, tout près dans l'Avé au Togo, chez nous. Une causerie a réuni enfants et parents sur le thème élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Reportage Marie-Thérèse Nabédé, Clarisse Atikle. Un prétoire à ciel ouvert. Au milieu de l'assistance, une magistrate. Le juge des enfants, dans sa mission de sauvegarde des mineurs en danger, éclaire la lanterne des parents sur une thématique. Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Le mariage forcé, tout ce qui a trait aux tests de virginité, les violences sexuelles, toutes ces pratiques sont néfastes pour les enfants que nous voulons voir épanouis. Et donc, l'adresse a été donnée à tout un chacun et surtout aux parents de comprendre d'abord que les droits des enfants ne sont en rien une permission pour avoir des enfants mal éduqués, mais plutôt pour permettre à ces enfants d'aller vers un épanouissement total. Une initiative de Compassion internationale pour marquer le 16 juin, journée de l'enfant africain. Les pensionnaires du Centre de développement des enfants et des jeunes de Kévé connaissent un peu sur leurs droits et devoirs. On nous a parlé de la virginité des enfants. Une fille doit toujours garder sa virginité jusqu'au mariage. Les parents, il faut les respecter. À l'école, il faut respecter les enseignants. Ce que je veux partager avec les autres, c'est que les enfants aussi ont droit à la vie, mais les parents ne doivent pas maltraiter les enfants. Les enfants aussi ont des devoirs. Ils doivent aider ses parents dans ces tâches. Ils doivent obéir à ses parents. L'ONG Compassion internationale appuie les familles démunies, principalement les enfants ayant l'âge compris entre 3 et 9 ans. Ils sont accompagnés dans les domaines de la santé et de l'éducation. Je vous
vous l'annoncez aussi dans les titres, la nationale numéro 1 dispose désormais d'une station de pesage à basse vitesse. Nous reviendrons sur le sujet qui est toujours en préparation. De là, pour refermer cette édition, direction la Tunisie, je vous amène à Djerbaoud, à la découverte d'un musée. C'est à ciel ouvert. Vous allez apprécier le génie. Regardez. Au cœur de la station balnéaire de Djerba en Tunisie, village d'Eriad se distingue. Au détour de rues étroites, des centaines de street artistes ont investi les lieux pour produire des œuvres, transformant les murs de la ville en musée à ciel ouvert. Djerbaoud, c'est un village dans lequel à peu près 150 artistes, même un peu plus, qui sont venus s'exprimer ici. C'est des artistes du street art. Il y a 34 nationalités d'artistes qui sont venus s'exprimer dans un village qui a 2000 ans d'histoire. Donc un village qui est lourd de sens. Djerbaoud a commencé en 2014 lorsque Mehdi Bencher a soumis le projet aux habitants du village. À travers les œuvres, les visiteurs découvrent le dynamisme culturel de l'île à la manière d'un tourisme alternatif et durable. Le but de ce projet a été de créer une nouvelle façon d'exposer l'art urbain, de créer un musée, un vrai musée, avec des cartels, avec une certaine lumière, avec des œuvres, avec une scénographie, tout ça, et créer aussi une dynamique, c'est-à-dire que, en fait, donner ce musée aux habitants et qu'ils se l'approprient pour que ce musée devienne presque leur fonds de commerce. Chaque édition présente son lot de nouveaux artistes. Après Invader, El Cid, Inti et Artif, ce sont Shepard Ferré, plus connu sous le nom d'Obey, ainsi que d'autres street artistes qui se sont rendus sur l'île tunisienne pour peindre les murs et les toits du village lors de l'édition 2022. Djerbaoud, c'est un endroit incontournable de Djerba. C'est pas la première fois que je viens, mais ce qui est bien, c'est que ça change à chaque fois. Et du coup, on est curieux de revenir pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. La portée du projet artistique est telle que l'Union européenne et les ministères tunisiens du tourisme et des affaires culturelles sont désormais investis dans le financement de Djerbaoud, qui participe à la préservation du patrimoine de l'île de Djerba. Voilà, un tour à Djerbaoud en Tunisie. Et voilà, c'est la fin de cette édition qui se referme. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Yaoundé au Cameroun et partout ailleurs au Togo. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.